Qu'est-ce qui a été le plus dramatique? La fin de match du CF Montréal ou la fameuse file d'attente pour entrer dans notre beau stade olympique? Faut croire que John Herdman ne nous écoute pas pantoute. Hutchinson, encore sélectionné, pendant que Samuel Piette reste à Montréal. Et Erling Haaland est-il vraiment un être humain? Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger, vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer. Bonjour les gars. Allô. Contente de vous retrouver Ben oui, nous aussi. Pareillement. avec plus de voix. Pas 100%, mais ça s'en vient. Avez-vous déjà vécu ça? Vous levez un matin, il n'y a plus rien qui sort? C'est une question Mettons- qui est chargée. Hein, Non, parce qu'elle mais- n'a pas précisé par où. Ah mon Dieu. Je l'ai pas osé. Ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun son. Bon, voyons donc, ça commence mal. Ben oui, mais Il y a c'est aucun toi, son. c'est toi qui complète pas Il n'y a tes aucun phrases. son qui sort de ta bouche. OK, on va oublier ça tout de suite. Mais écoutez, c'est ça. Hein? Bon matin, Bon matin, bon ça retour. commence raide. Je voulais être sûr que vous étiez bien Il est en forme. réveillés. On est bon, on est bon. Mais vous étiez très bons, des professionnels. Je vais m'inspirer de vous, sauf il n'y aura plus de lutte. Ah! Ça, j'espère que tu en as bien profité, Olivier, parce que là, je reprends le micro et je décide qu'il n'y a pas de lutte. De toute façon, Bah, tu décides, mais moi Ça, pour c'est le coup, juste au que- contraire, on s'est donné rendez-vous pour aller Absolument. voir un show. ben, et- c'est ça. Mais... Ah mais oui? mais je me suis engagé un petit peu à ce que tu sois là. Ce serait dommage que Ben, le trio ben, soit pas je Je peux peux complété. venir parce que je suis sûre que tu te sens comme moi. Nous, on ne suit pas. Là. Je me dis, j'avais pitié un peu de toi parce Oui. que Olivier faisait des allusions, puis je chantais qu'Assoun, tu le perdais. Exactement. Un peu. Mais Hassoun, lui, L'idée au de lieu la d'être- découverte. Au lieu d'être cynique et de se Exactement. moquer de moi, il était ouvert d'esprit, il Exactement. posait des Ben, je questions. suis Tu une vois, femme, peut-être que tu pourrais t'inspirer de Je lui suis une davantage. femme nouvelle après cette absence et un jour, nous irons Elle s'engage. voir un C'est match réglé. de lutte. Eh bon, elle s'est engagée. Moi, c'est juste bon. pour voir Hassoun là-bas, il a dit un match. Un gala. Ouais. Un gala, Ah, ouais. comme ça qu'on dit. Exactement. Là, je me préparais, les gars, à ce qu'on parle du CF Montréal, puis que ce soit la catastrophe. Puis j'étais bon, ça y est, ça va être 4 victoires en autant de matchs. 4 victoires, ça Ouais. serait bien. Des- 4 victoires pour quatre l'adversaire. défaites. Pour les 4 adversaires, défaites. exact. Vous étiez sur place, Hassoun. Ouais. Match extraordinaire, n'est-ce pas? Ouais, extraordinaire. Ça a fini 2-1 pour Philadelphie, C'est ça, ouais. Non, mais comment t'as vécu ce match-là, toi, sur place au stade olympique? Bah, Il l'a pas vécu, c'est ça le problème. Raconte-nous ça. C'est ça, Hassoun. je l'ai vécu de façon partielle et peut-être avec ce qu'ont vécu aussi les partisans. Donc j'ai loupé le premier but, tout simplement. Parce que j'en parlais d'entrée de jeu. Oui, Une seule entrée ouverte au stade olympique. exact. Puis il y avait une file à 7 heures, il y avait encore une file d'1 kilomètre d'heure. Pour vrai, quand on parle Ouais. de OK, le marketing, oui, mais il y a des choses de base qu'il faudrait s'aider. Exactement, et C'est-à-dire ça a si- été, comme tu l'as dit, je veux dire, le mécontentement d'énormément de partisans. Et je suis bien placé parce que je l'ai vécu. J'étais dans la file pendant peut-être 1 heure à peu près à essayer d'entrer. Puis, Puis il n'y avait pas 60 000 personnes, là. Exactement, on T'sais, était à 23 23 000 personnes ce week-end, donc ça nous a pris dedans et puis malheureusement c'était un petit peu compliqué. Et puis quand tu vis cette expérience-là à l'aller, tu te dis que ça va être pire au retour, donc qu'est-ce que tu fais? T'anticipes un petit peu le retour, donc j'ai manqué les arrêts de jeu entre guillemets. Mais est-ce que tu es parti parce que tu dis ah non, je vais être coincé Bah. pour sortir du stationnement ou Dans l'idée, un peu des deux. Par rapport au match, dans le contenu, c'était pauvre. J'ai trouvé un match pauvre dans le contenu, dans une équipe à domicile qui devait mettre beaucoup d'urgence pour gagner. J'ai senti qu'on était passé à côté, justement, je sentais la frustration de l'entraîneur sur le côté qu'on pouvait plus à la fin. Et donc je me suis dit, écoute, à la 89e, un peu avant même, commence à descendre tout simplement. Puis là, t'entends un bruit. Tu te dis, tu loupes le but de l'égalisation, sûrement, beaucoup de débats. Et je trouve la bonne idée de me placer entre un vendeur de donuts et de hot dogs pour revenir et voir la fin du match. Donc j'ai pu voir la fin du match finalement, pas la même place, mais voilà, l'essentiel est là, c'est qu'ils ont gagné et ils nous ont offert une fin de match vraiment tonitruante, extraordinaire. moi aujourd'hui, j'ai le goût d'être quand même optimiste. Oui, ça n'a pas été un match extraordinaire, mais Oli, là, si tu regardes les 3 premiers matchs et ce match-là, ça a été quoi pour toi? Qu'est-ce qui a fait la différence qui a fait en sorte en fait, que le CF Montréal a finalement été en mesure d'aller chercher cette victoire-là? Être à domicile, j'ai l'impression. Ouais, tu penses Honnêtement, que ça a joué? Je pense que oui. Et c'était vraiment un match de moments. Quand tu regardes les moments qui ont été bien et mal gérés, CF Montréal s'est pas laissé déranger par la
double consultation de la vidéo. Ça, j'avais jamais vu ça. C'est une première. Jim Curtin a utilisé un mot en anglais qui commence par S-show. Ouais. Et je pense que c'était judicieux, mais au final, ils ont pris la bonne décision. Parce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé exactement. C'est ça, parce que, bon, Chinonso Offort marque de la tête, une reprise de Mathieu Choinière qui s'en va sur la barre, puis Offort est au bon endroit au bon moment. Et là, on consulte la vidéo, on annule le but. Sauf que le premier angle qu'on avait offert à l'arbitre ne montrait pas Kai Wagner qui était presque sur la ligne du fond, donc qui gardait tout le monde en jeu. Et donc, on est retourné, parce que clairement, à Montréal, du côté du banc, on avait vu ces images-là. Là, retournez voir, puis ils ont eu gain de cause. Et c'est ce que l'arbitre finalement a expliqué au pool reporter après le match aussi, parce que ça, c'est une des choses qu'on peut faire en MLS. Il y a quelqu'un qui peut descendre au vestiaire des arbitres pour poser des questions par écrit, puis c'est ce qu'on a confirmé, que cet angle-là n'avait pas été offert à la première consultation. Mais ça aurait pu... Puis je pense que c'est là que, justement, Montréal l'a bien géré, puis Philadelphie l'a mal géré. Montréal s'est inspiré de ça. Philadelphie ont été complètement dépassés par les événements. Oui, ils étaient déjà à 10 pour l'expulsion de Julian Carranza. Son premier jaune, c'était merveilleux. Il me semble que c'est la fois où est-ce que M. Sagafi dit « T'as fait une faute là. » C'était droit devant moi. C'était merveilleux. J'ai été très, très diverti. C'est passé beaucoup de choses devant moi, dans mon côté. Le penalty de Kyoto, tout ça, la reprise de Mason Toy qui passe au-dessus de la barre aussi. Mais ultimement, c'est ça. Montréal a mieux géré ces moments-là. Philadelphie les a mal gérés, puis repartent avec 3 points. Un peu de chaos, ça fait du bien. Ouais. Un match de la MLS sans chaos, c'est un peu décevant. Ben, c'est l'identité du stade olympique, j'ai Oui, c'est ça. C'est toujours... Il se passe toujours quelque chose. C'est épique. Mais du reste, ça, je vais le dire à Assoun. Assoun a parlé de la qualité du match. Moi, j'ai trouvé la qualité de l'ambiance pendant 80 minutes, c'était épouvantable. Ce stade-là, avec 60 000, OK, fine. Mais à 20 000, c'est pénible, difficile. J'étais là avec mes enfants. Mes enfants ont eu de la misère à rentrer dans ce match-là. C'est plus facile au Stade Saputo où est-ce que là, le bruit ne se perd pas dans cette enceinte-là. Tandis que au Stade olympique, ben, c'est très difficile. Je comprends qu'il se passe de quoi, puis quand ce stade-là est en feu, oui, c'est spécial. Mais il ne faut pas en faire une habitude de se dire on peut mettre plusieurs matchs à domicile là. Puis quand Philadelphie menait encore 2-1 puis que ça avait l'air parti pour rester comme ça, j'étais comme, il me semble que c'est une bonne façon de faire les choses à l'avenir. Tu mets une équipe, un match au Stade olympique, tu accueilles une équipe vraiment forte que tu sais qu'elle va probablement te mettre en difficulté. Si tu la perds, celle-là, c'est pas grave parce que ton avantage d'être à domicile est pas si fort que ça. Finalement, bon, j'ai eu tort, mais tu sais, peut-être pour la suite. Le fait d'être à domicile, ça a peut-être joué, mais fin de match complètement fou. Évidemment, les entraîneurs, ils en ont parlé après le match. On peut écouter justement Hernan Losada. Anywhere in the world, if you look at that game and you're watching an MLS game for the first time, I would just say you wouldn't be impressed with the chaos. You know what I mean? Like when you look at that, it's not good for our league. Review, called back, goal, no goal, scramble. It's not good for anybody. C'est difficile d'expliquer, mais je pense que la meilleure réponse, ça c'est football. Donc, on avait Jim Curtin, entraîneur de l'Union de Philadelphie, et Hernan Losada, peu de mots, mais ça c'est football. Je veux qu'on parle de Mathieu Choinière parce qu'en conférence de presse, Hernan Losada a eu des mots extraordinaires pour Mathieu Choinière. Il a dit à quel point il le trouvait bon. Mathieu Choinière a été impliqué dans le but égalisateur, a été impliqué dans le but gagnant. C'est lui qui a fait le magnifique centre pour Kyoto. On a souvent parlé de lui, entre autres, à ça, je me souviens que tu as parlé souvent de Mathieu Choinière, à quel point il était talentueux, tu as parlé de son potentiel. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'a pas été toujours chanceux. Il y a eu des blessures, notamment à des moments cruciaux. Cruciaux. C'était un mauvais timing pour lui, puis il est descendu à plusieurs reprises dans la hiérarchie. Ouais. Pour commencer, dans ce match-ci, là, il y a eu l'occasion d'être partant. Comment vous avez trouvé le travail de Mathieu Choinière, malgré le fait que c'était 80 minutes assez plates? Là? Non, moi, je l'ai trouvé au-dessus du lot, dans l'intensité, dans la personnalité, en fait. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est un joueur qui s'implique énormément. On voit sa volonté de gagner. Et s'il y en a un dans ce match-là qui a cru jusqu'au bout et qui a décidé, en fait, que ce match-là n'allait pas se finir comme ça,
c'est Mathieu Choinière, tout simplement. Et moi, c'est ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a fait aimer ce joueur sur ce match-là, c'est qu'il a décidé de changer tout simplement le destin de ce match qui était soporifique pendant pratiquement 80 minutes. Et de voir l'abnégation qu'il met, de voir, c'est lui qui prend de la tête sur l'égalisation, c'est lui qui sent, c'est ça, hein, c'est lui qui centre. C'est lui qui centre. C'est lui qui a provoqué le penalty exactement, aussi de Kyoto. Même si le centre est dévié, il me semble, mais au moins il met l'intention et il amène justement cette fougue, cette envie. Et quand on parle justement de joueurs qui représentent le club, de joueurs qui ont cette identité-là, de joueurs qui se disent que c'est ma ville, c'est mon club, j'ai été formé ici et je veux faire en sorte que d'être un leader tout simplement, parce qu'on parle souvent de leader, il y a eu le changement de capitaine, il y a eu énormément de choses qui ont changé dans ce club, mais quand tu as un joueur qui te montre ce qu'il t'a montré pendant 90 minutes, forcément, tu peux qu'être admiratif et tu as envie de te dire que ça peut être un des joueurs qui peut avoir le potentiel de partir aussi à la fin de la saison si il reste à ce niveau de compétition. Tu lis dans mes pensées, j'ai dit qu'aujourd'hui j'étais positive. Moi, quand j'ai vu ça en fin de semaine, je me suis dit, il n'y a pas de malchance, là, on voit qu'on va être dans les bonnes grâces pour l'instant de l'entraîneur. S'il reproduit ce genre de performance-là plusieurs reprises au cours de la saison, est-ce que ça peut pas être le prochain Ismaël Koné, Alistair Johnston? Est-ce que vous pensez, Oli, est-ce que vous... On dirait que je te vous vois, c'est bizarre. Est-ce que vous deux... Est-ce que tu penses que c'est le type... certain standard ici. Oui, c'est ça, depuis que tu as pris le micro pendant que j'étais partie, tu as eu une augmentation de salaire, c'est ça qu'on veut dire. Oui. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a le profil, justement, Mathieu Choinière, pour éventuellement aspirer à une carrière européenne ou, au contraire, c'est peut-être un gars qui devrait se concentrer sur une carrière en MLS? C'est une bonne question, mais c'est surtout un gars qui, au fil du temps, a toujours eu l'air de convaincre ses entraîneurs. Ouais. Moi, c'est ça qui m'impressionne avec lui, parce que c'est justement pas quelqu'un c'est quelqu'un qui se met au service de l'équipe, tout simplement. Puis quand on regarde qu'est-ce qu'on met en place cette saison, on parle d'un entraîneur qui veut mettre l'intensité sans le ballon et tout ça. Mathieu Choinière, une des affaires qu'on entend chaque début de saison, c'est comment il a bien fait en pré-saison, les tests physiques et tout ça. Donc, parfait pour Hernan Losada. Tu sais, Mathieu Choinière, c'était un garçon qui, à l'époque, avait convaincu Rémi Garde. Tu sais, Rémi Garde adorait ce jeune joueur-là. C'était un jeune à l'époque. Rémi Garde est arrivé ici, il n'avait pas l'air d'aimer grand monde, tu sais. Il n'avait pas l'air d'être convaincu tant que ça par cet effectif-là. Mais Mathieu Choinière l'avait convaincu. Donc, je vais pas dire que, oui, il devrait aspirer à l'Europe et se dire que l'an prochain, c'est là que ça se passe. Mais, tu sais, il convainc toujours ses entraîneurs. Fait il peut convaincre bien du monde encore, des directeurs sportifs ailleurs et tout ça. Mais là, il y a une question de timing, puis tant mieux, il en profite. Il y a des blessures qui font en sorte que là, il est poussé, propulsé dans le 11 partant. Là, éventuellement, quand les blessés vont revenir, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Parlons notamment, justement, de Samuel Piette, qui n'était pas là, mais qui a été nommé officiellement. Je dis officiellement, parce que est-ce que c'est une grande surprise pour vous, pour nous, pour tout le monde, que Samuel Piette soit officiellement le capitaine de cette équipe-là. On a demandé à vos fans qu'est-ce qu'ils en pensaient, mais vous, je veux votre opinion aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Tu sais, je pense que tout le monde s'attendait un peu à ce que ce soit lui, mais c'est quoi la signification de voir Samuel Piette, peut-être un gars d'ici, un gars du Québec qui a choisi de quitter l'Europe pour revenir à la maison? Est-ce que c'est anodin ou pour vous, ça a vraiment une signification? Ou qu'est-ce que vous pensez qu'apporte justement ce gars-là dans le vestiaire, dans cette équipe-là? C'est pas une question de signification, de dire que, OK, maintenant, on assoit son importance. Mais je pense que c'est une marque de reconnaissance qui aurait dû lui parvenir il y a un bon bout de temps. Puis, je pense que c'est Jean-François Tremblay de la presse sur Twitter qui a écrit que c'était quelque chose qui aurait dû être fait à la place de la nomination de Jukka Raitala. On revient loin, là. Ouais. Puis il y a un fond de vérité là-dedans. Je pense que Samuel Piette, on l'a quasiment tenu pour acquis pendant longtemps. Puis, tu sais, je pense qu'on n'a jamais mis son importance en doute, mais le titre de dire que réellement c'est lui le capitaine, il n'y a pas de flou artistique sur est-ce que c'est Victor Wanyama ou est-ce que c'est Samuel Piette, selon les circonstances, peu importe. Regarde, là, c'est Samuel Piette. On reconnaît son importance. Mais je suis très content pour lui. C'est vrai que c'est le gars qu'on a mis d'autres capitaines à sa place, qu'on a tassé des fois sur le banc, qu'on a décidé de changer de position. Puis malgré tout, il est toujours... Mais qu'on va toujours envoyer éteindre des feux devant les médias. Oui, mais quand tu as besoin de quelqu'un qui parle, c'est lui.
Il va parler un peu au passé simple. On le trouve très drôle, Sam. C'est très bon. Moi, quand ça il parle au passé simple. ça Non, me mais divertit c'est beaucoup. le gars d'équipe qui va se mettre au service du CF Montréal, puis qui va se la fermer, même si des fois la situation ne fait pas son affaire. Oui, c'est vrai. Samuel, c'est le joueur des paradoxes, en fait. Parce que je le connais, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Je sais ce qu'il vaut dans le vestiaire, je connais son éthique de travail et je sais ce qu'il apporte. Je me souviens, c'est rare là, mais je me souviens de son premier match avec nous, en fait. C'était à Philadelphie, à l'extérieur. À l'époque Jurassique. Exactement. Et j'ai vu l'empreinte qu'il pouvait mettre sur le terrain, au milieu de terrain. Je me suis dit, mais ce gars-là, d'où il sort en fait? Parce qu'il nous a amené ce qui nous manquait, tout simplement, avant ce match-là, avant qu'il arrive. Il nous manquait de l'empreinte, nous manquait du combat physique et un gars qui était sûr en fait. On sait ce qui va se passer. Il ne va pas se passer des choses exceptionnelles, mais on sait ce qui va se passer sur un terrain. Il va donner un set à chaque match. Exactement. Et ça, c'est une marque de fiabilité pour un entraîneur. Mais je dis joueur justement des paradoxes parce que c'est à la fois le joueur qui est adulé par certains partisans, mais il y a une réalité qui fait qu'il est aussi critiqué par rapport à sa façon de jouer, à la qualité technique qu'on attend d'un joueur au milieu de terrain, à se dire est-ce que Samuel Piette a le niveau, etc. pour jouer. Il a été contesté d'ailleurs par ses anciens entraîneurs comme Wilfried Nancy. Est-ce que Wilfried comptait vraiment sur Samuel en début de saison? Je ne pense pas. Est-ce que Wilfried pensait que c'était un des joueurs qu'il voulait utiliser en début de saison? Je ne pense pas non plus. Mais le fait est qu'il répond toujours présent et que c'est par justement son éthique de travail, par sa personnalité qui met tout le monde d'accord à la fin. On a partagé notre séquence sur les réseaux sociaux, à savoir qu'est-ce que pensaient les partisans de Samuel Piette. J'ai eu autant de réponses positives que de réponses négatives sur Samuel. Sauf que j'ai essayé de répondre justement à certains partisans, ceux qui étaient plus sceptiques, en leur disant que j'ai partagé une expérience avec Samuel dans le vestiaire et je peux vous dire que c'est peut-être le joueur qui ferait le plus l'unanimité auprès des joueurs en tout cas, parce qu'on sait ce qu'il nous apporte, on sait que c'est un joueur de valeur, d'éthique et qui travaille extrêmement fort pour l'équipe avant même lui-même. Donc pour moi c'est le capitaine parfait, emblématique qui représente au mieux l'équipe aujourd'hui. Mais je pense pour les critiques, c'est parce qu'il y a deux visions, peu importe le sport. Pour certains, le capitaine, ça doit être ton buteur, meilleur ton joueur, ton ouais. meilleur joueur. Fait que là, il y en a certains qui ont dit ça aurait dû être Wanyama. À part qui est désigné, je vois pas trop comme ça, surtout depuis le début de cette saison. Mais il y en a d'autres qui disent que c'était lui dans l'an. Mais il y a, mettons, Simon Duhamel qui dit c'est le meilleur mix pour faire un pont entre les vétérans, la jeunesse, le nouveau coach. Après ça, on l'a dans le hockey, on l'a dans le soccer, on l'a dans tous les sports. Il y a différentes façons de voir les choses. En bout de ligne, est-ce que c'est important que ce soit le gars qui contribue? Non, c'est le gars qui va unifier un vestiaire et une équipe. Non, oui, bien sûr, qui va l'unifier, mais il y a aussi une certaine difficulté aussi pour certains joueurs qui représentent une équipe, qui sont nés localement, qui ont grandi dans la ville, qui ont grandi, qui ont évolué auprès du club. Et forcément, certains spectateurs peuvent le taxer en disant « bah oui, mais c'est normal qu'il est capitaine, c'est le gars d'ici ». Comme Patrice Bernier a été critiqué dans certains aspects, à dire bah, « c'est le gars d'ici, c'est normal qu'il est capitaine ». On leur en demande tout le temps plus. Mais c'est dur, c'est exactement ça, Olivier. C'est que c'est deux fois plus dur pour ces joueurs-là, justement, de sortir de cette carapace. Le premier aspect, c'est de se dire bah, ils sont d'ici, on les aide, on leur donne, etc. Mais non, c'est que ces gars-là doivent prouver chaque match, justement, et prouver à tous ceux qui ont ce regard sur eux bah, qu'ils doivent être performants à chaque match, deux fois plus que les autres pratiquement pour rester. Et ça a été le cas pour un Patrice Bernier, avec qui j'ai partagé la chambre dans le vestiaire, mais c'était mon co-chambreur en déplacement et on avait énormément de discussions là-dessus. C'est que lui avait un poids extraordinaire sur les épaules, que les partisans lui faisaient justement peser sur les épaules, mais aussi que certains entraîneurs lui faisaient poser sur les épaules, en la star d'un certain Franck Lopas, qui, je pense, a eu un a priori sur Patrice Bernier en se disant bah voilà, vous m'imposez un gars d'ici, vous me le mettez capitaine, c'est pas forcément mon choix, donc bah, je vais le mettre sur le côté. Alors que Patrice, nous le savons tous, était peut-être le meilleur milieu de terrain que nous avions à cette époque-là. Donc, c'est pour répondre à ces partisans-là, je peux vous dire que pour ces gens-là, pour des Samuel Piette, pour des Patrice Bernier, croyez-moi, c'est deux fois plus difficile pour eux d'assumer ce statut-là. Oui, mais l'autre côté, les gens sont peut-être exigeants, mais il s'agit que tu fasses une belle performance, quelque chose de bon pour l'équipe. Puis là, les gens, ils demandent juste ça, les gens à Montréal, d'avoir un gars d'ici qui va avoir du succès sur le terrain, puis qui, comme Mathieu Choinière a fait. Mathieu Choinière, s'il continue comme ça, là, mettons qu'il y a quelques performances comme ça, oublie ça, il y a des chandails qui se vendent, ça devient
la nouvelle coqueluche au Stade Saputo cet été. Oui, mais ça peut redescendre aussi vite aussi. Tu parles d'un pic parce qu'un joueur a une, deux, trois bonnes performances. On va les couler, ces gars-là aussi, s'ils ont 2, 3 matchs. Je veux dire, après le match à Miami, il y avait des gens qui étaient prêts à casser du sucre sur le dos de Nathan Saliba, là, puis de se dire qu'il n'y avait pas le niveau, puis voyons, il prenait tout le temps la mauvaise décision, puis c'était du déchet, puis tout ça. Puis je pense que Losada a eu le bon réflexe d'essayer de le protéger en le sortant à la pause, mais Saliba, OK, il y a eu un petit moment de flottement, un petit moment compliqué contre Philadelphie en fin de semaine, mais du reste, je veux dire, il s'habitue au niveau et tout ça. C'est dans la nature du partisan. Puis des fois, j'ai l'impression que plus en MLS qu'ailleurs, on va avoir des a priori positifs sur des joueurs qui viennent de l'extérieur en se disant eux autres, ils sont prouvés ailleurs, puis on peut leur donner une certaine marge de manœuvre. Tandis qu'ici, on va être plus critique parce que, on n'a pas nécessairement cette culture-là où on n'est pas habitué d'aller les voir partir pour la Coupe du Monde ou des trucs comme ça. C'est extra. Je voudrais pas être dans la peau d'un joueur qui fait carrière dans son club local parce que ça a l'air extrêmement difficile sur les émotions. C'est une montagne russe sans cesse. Et plus que ça, j'ai regardé, c'est un autre sujet là, mais j'ai regardé le Paris Saint-Germain ce week-end qui a perdu 2-0 face à Rennes. Il y avait énormément de jeunes dans l'équipe et la critique a été de se dire, regardez, on a des jeunes du centre de formation, on n'a pas de joueurs d'ailleurs, regardez le Bayern, le banc qu'ils avaient, etc. Puis tu te rends compte que le joueur qui a marqué pour Rennes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, un jeune joueur du Paris Saint-Germain, en la personne de Kalimundo, qui te fait mal. Donc cette critique, elle ne tient pas. Et elle est encore plus difficile lorsque tu es dans un pays qui n'est pas réputé pour le soccer. Et je pense qu'il paye aussi cet aspect-là. Chouanière est un Canadien. Lorsque ça va bien, forcément, tu l'as dit, ça peut être justement génial pour lui. On peut avoir une ascension extraordinaire. Mais si ça va mal, les premières critiques, comme tu l'as dit, Olivier, comme à Miami, et j'ai vu justement ces critiques difficiles sur les jeunes. Oui, mais regardez, on a des jeunes, des Canadiens, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut des joueurs d'ailleurs, etc. Donc, c'est vraiment cet aspect qui est difficile. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a les épaules pour, et en tout cas le potentiel pour gravir les échelons et devenir un joueur majeur non seulement à MLS, mais aussi par la suite, pourquoi pas à l'extérieur, à l'instar des joueurs qui sont passés par là. Mais je pense quand même que ceux qui vous suivent et qui communiquent avec vous, avec nous sur les réseaux sociaux, c'est les vrais fans purs de Dieu. Et moi, j'ai envie de dire, tant mieux s'il y a des gens qui critiquent, parce que tu dis, on n'est pas, à la base, c'est pas notre sport, on n'est pas une ville ou un pays de soccer, mais ça veut dire que quand les gens deviennent passionnés, quand ils critiquent, c'est positif. Il n'y a pas une mauvaise manière de consommer un produit sportif. Il n'y a pas une mauvaise manière d'être un fan de soccer, à part si tu décides que tu sors les couteaux puis tu t'en vas menacer des gens. Là. Mais tu sais, il n'y a rien de mal à découvrir ce sport-là cette année puis à t'intéresser. Tout ça. Je dis juste, si tu veux critiquer, critique égale. Il faut que tu établisses un peu les mêmes standards pour un peu tout le monde. Si tu veux établir des standards, établis-les en fonction de l'expérience puis en fonction du vécu du joueur réellement dans l'expérience. Tu sais, un Victor Wanyama, par exemple, j'ai aucun problème à dire que les 3 premiers matchs, je comprends absolument pas c'était quoi le plan avec Victor Wanyama. Mais que dans ce match-ci contre Philadelphie, il y a eu l'air 6 fois plus de Victor Wanyama que dans les 3 précédents matchs mis ensemble. Sauf que c'est normal que les attentes à la base soient plus élevées envers Victor Wanyama. Samuel Piette, comme tu dis, la bonne nouvelle, c'est qu'il est capable d'en prendre. Il l'a vécu souvent avec le CF Montréal. Il l'a vécu avec l'équipe canadienne à la Coupe du Monde, où il vit encore une fois, c'est une situation qui le rendait mécontent, mais qu'il fallait qu'il reste assis à ne rien dire. Et là, sélection du Canada qui sort pour la Ligue des Nations. Samuel Piette n'y est pas. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est à cause de sa blessure? Est-ce que... Écoute, j'ai eu deux impressions. Quand j'ai vu la liste, j'ai vu son absence tout de suite. J'ai vu un autre Samuel, mais en défense. Puis je me suis dit, OK, il n'est pas là. Là, j'ai pensé justement à une sanction sportive, de me dire, écoute, peut-être qu'il n'a absolument pas confiance en lui et que là, c'est une façon justement de prendre un autre virage. Puis après, je me suis glissé derrière l'excuse de la blessure et de me dire, écoute, il revient tranquillement, peut-être qu'on veut lui laisser le temps aussi. Donc, j'ose espérer, c'est ça, mais j'ai peur que ce soit comme une excuse qui arrange un peu John Herdman, parce que clairement, il n'était pas dans les plans de John Herdman à la Coupe du Monde. J'avais l'impression... Moi, j'espérais... Premièrement, on va entendre John Herdman qui explique un peu sa sélection, puis après ça, on pourra discuter des choix qui sont douteux ou des choix que vous êtes content qu'il ait pris.
there is some transition expected over the next year or two. I think there'll be transition this year. There's a group we're committed to because we're currently in competition with Nations League, and there's players that just have got that experience of being in these environments, but more importantly, winning in these environments. You know, it wasn't so long ago Canada really struggled to go away and get results or wins in CONCACAF environments, and you know, these players have had that experience together. So there's an element of keeping a group together for a period of time to allow the continuity of the Nations League competition. But I think you'll see some transition this year. John parle de transition. Et là, on voit, puis je veux pas avoir l'air de taper sur le clou, mais et là, on voit Atiba Hutchinson encore sélectionné. Tu sais, on en a parlé maintes et maintes fois après la Coupe du Monde, puis je pense que honnêtement, c'est unanime. Là. Depuis la Coupe du Monde, j'en ai parlé avec des gens proches de l'équipe, des amateurs moyens, des gens qui n'avaient jamais vu le Canada jouer, puis c'était l'une des grosses problématiques. On espérait que John Herdman allait apprendre. Mais là, à la lumière de la liste qui est sortie, est-ce que vous avez l'impression qu'il a appris et qu'il est prêt à prendre les décisions difficiles, en quelque sorte? C'est la question, justement. Il montre qu'il a confiance en son capitaine, entre guillemets, et qui veut justement s'appuyer sur lui. Et en même temps, il nous parle de transition. C'est un petit peu ce qui nous perd, justement. La première personne à qui on pourrait penser, dans un premier temps, ce serait son départ à lui, parce que il a fait son temps, entre guillemets, et qu'on veut peut-être renouveler avec de la jeunesse. Et en même temps, quand tu as des leaders qui sont charismatiques dans un vestiaire, on a parlé d'esprit de vestiaire un petit peu plus tôt aussi, tu as des joueurs qui t'amènent aussi une certaine garantie, une certaine ambiance, un certain professionnalisme qui font que tu as envie de t'appuyer là-dessus aussi. Et je peux comprendre aussi, John Herdman dans cet aspect-là. Pendant que tu brises notre matériel. Ouais. Et c'est le regard aussi d'un certain Didier Deschamps et peut-être même du foot international où on voit ce phénomène se répéter. Zlatan Ibrahimovic a été sélectionné avec la Suède il y a à peine 4 jours à l'âge de 41 ans. Olivier Giroud avec l'équipe de France, 38 ans. Oh, mais là, attends, il est encore là. T'es en train de comparer Atiba Hutchinson puis Olivier Giroud. Olivier Giroud est encore capable de jouer et de faire la différence dans un match. Oui, mais dans un vestiaire, justement, t'as besoin des fois de gars qui sont là et qui t'amènent des garanties bien au-delà du sportif. Et je pense que Hutchinson, à travers son histoire, à travers son charisme, à travers sa personnalité dans un vestiaire, peut-être qu'il amène des choses que nous, observateurs, ne pouvons pas observer justement et qui t'amènent des garanties. Tu sais, une sélection, c'est pas forcément la sélection des meilleurs joueurs. Mais à moins que peut-être qu'on... Moi, peut-être je vais le pardonner à John Herdman, pardonner. Peut-être le mot est fort, non, mais parce que là, il est dans la sélection, OK. Mais voyons voir, ça va être quoi son 11 partant pour le match contre Curaçao le week-end prochain. Parce que si on regarde, exemple, l'équipe féminine... Je serais pas surpris, moi, qui joue. C'est ça l'affaire. C'est que si tu regardes dans l'équipe féminine canadienne, on est un peu aussi dans la même situation, dans une période de transition. Christine Sinclair est sélectionnée, sera toujours sélectionnée. Mais là, on l'a vu dans les derniers matchs. Christine Sinclair qui commence sur le banc, qui ne joue pas toutes les minutes. Donc, son utilisation se change. Si Herdman, si tu as Hutchinson, parce qu'il est bon dans le vestiaire, mais que tu le gardes sur le banc en commençant, là, tu dis, OK, voilà ta période de transition. Mais s'il fait commencer Hutchinson dans 11 partants, comme à la Coupe du Monde, là, excuse-moi, je comprends rien. En même temps, regarde, je vais flipper un peu qu'est-ce que tu dis. Mettons, Christine Sinclair, c'est peut-être la dernière occasion qu'elle a de jouer un match international officiel au Canada. Puis la sélectionneuse, peu importe c'est qui, décide, ah non, regarde, elle est trop vieille, on la prendra pas. Okay, ça va être quoi ta réaction? OK, d'abord, tu le prends. C'est la même chose pour Atiba. Tu le prends, puis tu lui dis à Atiba, Curaçao, là, c'est ton dernier match. Profites-en, on fait ça pour toi, pour te rendre service. Fait qu'on va te faire jouer contre Curaçao, puis quand on va jouer contre des vrais adversaires. c'est pas à domicile, c'est contre la Honduras, là, je veux dire. Mais non, Honduras, parenthèse, ça veut dire que Kyoto va se blesser? Ah, possiblement, oui. C'est ça. Mais je pense pas qu'il lui fait pas de cadeau. Hein. Je pense qu'il a vraiment besoin de lui. Il a besoin de lui. On l'a vu ça à la Coupe du Monde, on avait besoin de lui. Oui, mais je veux dire... Samuel Piet est blessé, fait qu'il a besoin de lui. Non, mais en soi... c'est ça. Mais il y a plein d'autres joueurs, en fait, qui sont passés à côté de leur Coupe du Monde aussi. Je veux dire, c'est pas parce que tu loupes certains matchs que forcément t'es fini aussi. Je pense qu'il faut donner...
peut-être du crédit à l'entraîneur et de lui dire, je pense que son envie, c'est d'avoir un leader charismatique qui permet de l'aider à accompagner certaines jeunesses aussi. Et ça, on peut l'entendre aussi. Moi, je ne suis pas spécialement surpris et j'ai eu cette réflexion quand je vous ai parlé de Zlatan ou d'autres joueurs. Je me suis dit, mais en équipe de France, je veux dire, on est en équipe de France là. Il n'y a pas un deuxième attaquant qui est peut-être plus jeune qu'Olivier Giroud qui pourrait être bien meilleur que lui. Arrête, il y a 4 mois, tu faisais juste parler d'Olivier Giroud. Et puis je tu bouge disais... pas, pour moi c'est un super joueur et il mérite d'être en équipe de France. C'est pas le débat, c'est de dire que ok, est-ce que c'est peut-être à nous de sortir de cet agisme entre guillemets et de se dire bah écoute, il a 38 ans, 37 ans, il est fini. Alors bien parler, on sait pas quel âge t'as. Ouais, c'est ça. Non, mais moi qui ai justement. 52 ans, s'il a 52 ans et qu'il apporte quelque chose à l'équipe, ou pour vrai là, dans le cas d'Atiba, si on se fait... T'as pas aimé sa Coupe du Monde. Non, mais pour vrai, il courait pas. T'as pas aimé sa Coupe du Monde. Sérieusement, là, je pense que moi, malade, je cours plus vite. Là. Tu sais, en postpartum, mettons. Le défi est lancé au lit. On s'entend, là. On le garde, celui-là. C'est dans la boîte. Non, mais OK, ben regarde, je tape sur... Non, je le dis. Je tape sur le clou. Peut-être que je vais tellement l'avoir planté qu'il va arriver contre Curaçao. Il va commencer. Peut-être qu'il s'est mis en shape là, dans les 6 derniers mois puis que aussi. finalement, il va être aussi en forme, courir aussi vite que Mathieu Choignard. Qui sait? Mais, mettons, Oli, tu regardes... Excusez, là, Atiba, pas capable. Mais tu regardes... Parce que, on dirait que pour toi, transition, ça veut dire tout jeter puis recommencer à neuf. Non! Je suis d'accord avec John Herdman quand il dit une transition, ça s'opère sur un certain temps. Ok. Puis Atiba fait partie de ça. Il fait partie de l'opération. C'est un Je suis cadre. d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Puis je le disais après la Coupe du Monde, il est passé à côté de sa Coupe du Monde puis il va falloir qu'il rende l'antenne à un moment donné. Mais tu peux pas juste... J'ai pas dit déchirer une page du cahier puis Bon. l'acheter aux poubelles. On va Ça voir prendre que un c'est une certain occasion de... Il a dit que c'est une occasion de donner de l'expérience à ceux qui n'en ont pas eu tant que ça sur la scène internationale. Ben oui, Donc, mais il y en si- a des jeunes dans C'est cet ça, mais effectif-là. en fait, on s'obstine en sachant même pas qu'est-ce qu'il va faire. Là. Mais Ben là, je sais pas. Toi, t'as l'air de savoir ça va être quoi son 11 Non, partant, puis il y a mais- 10 bas dedans. Là. je sais pas. Non, mais j'espère. Mais si le but est de donner de l'expérience, correct qu'Atiba soit là, mais il va falloir que tu donnes de l'expérience à des jeunes puis t'en profites. Parce que si tes jeunes restent sur le banc, tu seras pas plus avancé. Est-ce que vous avez des belles surprises ou d'autres... Maintenant, on parle plus d'Atiba, c'est correct, là. Est-ce que vous avez d'autres surprises dans cette sélection, d'autres choix ou des choix douteux? Non, moi j'ai envie de voir. Enfin, c'est plus sur le terrain. Je veux dire, j'ai envie de voir un Ismaël Koné exploser Ouais. et prendre le lead tout simplement de ce milieu de terrain. Je pense qu'il en a le potentiel, la qualité, la personnalité aussi pour le faire. Tu parlais d'Atiba, mais l'une des grandes réussites, ça a été justement Ismaël. Personnalité, aucune peur. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Je pense que c'est une belle occasion pour lui Oui. parce que ça a été pas facile à ses débuts à Watford, que c'est un style de jeu qui ne le ouais. favorise pas tant que ça. Là, ça a débloqué un petit peu dernièrement. Avec le nouvel entraîneur, alors que Oui. tout le monde était comme « Oh mon Dieu! Ça Bilic change. n'est plus là, ça marchera Ben, plus! » c'est pour vrai, c'est juste faut qu'il y ait la balle. S'il y a la balle dans le milieu de terrain, puis c'est plate, mais Ouais. c'est ça. Le kick and rush, c'est compliqué en Angleterre. C'est ça. Avoir les ballons passés Donc, au-dessus de ta j'ai tête, l'impression mais- que ça peut être une belle fenêtre Oui, pour oui, Ismaël, puis une belle j'aimerais façon de bien, se faire j'aimerais valoir. bien, exactement, j'aimerais bien. Jonathan David, s'il y en a un qui était passé à côté de sa Coupe du Monde, c'est un peu lui. Là, il est tout feu, tout flamme. Oui, justement, c'est un bon exemple aussi. Tu sais, on parlait de Johnson, mais comme je te disais, il n'y a pas que lui qui est passé à côté de la Coupe du Monde. Jonathan est passé à côté, il le sait, mais ça ne fait pas de lui un mauvais joueur, justement. Et je pense qu'on doit donner du temps à ces gens-là, l'occasion justement de se relever et de prouver que c'est des leaders accomplis dans le vestiaire et qui peuvent accompagner, comme tu l'as dit, cette transition-là. Donc, Puis là, tu veux bien faire en Ligue des Nations. Il y a une Gold Cup aussi au bout de tout ça. Puis là, c'est la confirmation. Là. Ce que le Canada désire faire, c'est montrer que Ils la sont établis. qualification, Ouais. c'était pas un accident, que Mm. oui, ils sont au niveau du Mexique, oui, ils sont au niveau des États-Unis. Ça va être compliqué, mais justement, si tu opères cette transition-là, puis que des joueurs qui sont passés un petit peu à côté de la Coupe du Monde reviennent dans cet état d'esprit-là, d'avoir quelque chose à accomplir sur le terrain, sur le continent ici, ça peut donner un été vraiment, vraiment intéressant. Puis tu ajoutes à ça des joueurs qui sont un peu des rescapés de la Premier League, comme Zatar et Loturi, qui n'auraient pas eu d'occasion autrement, puis qui se sont trouvés des niches en Europe, puis qui maintenant sont convoqués. Si seulement il existait quelque chose pour le soccer féminin. Mais tu sais, ça te permet de regarder l'avenir avec justement un enthousiasme renouvelé, parce que quand on changeait de cycle au Canada, ben on était plus dans le pas sûr, historiquement. Ouais. Mais là, on peut comme être excité par il y a des talents qui viennent, puis il n'y aura pas comme en fait
je pense que ça s'appliquait bien, ce que Janine Becky a dit au comité du patrimoine il y a 2-3 semaines, quand elle disait que cette génération de joueuses-là faisait l'équipe nationale un peu par accident. Ben, tu sais, ça a longtemps été ça aussi pour le Canada masculin aussi. Tu sais, tu grindais, puis à un moment donné, l'appel venait. Donc, il y aura beaucoup de matchs. Match Curaçao le 25, Honduras le 28. Mais là, tu m'ouvres la porte, tu parles de Janine Becky. La passe directe sur la palette. Merci, c'est magnifique. Non, mais au cours de la dernière semaine, quelle mauvaise nouvelle. Janine Becky, déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, pas de saison avec les Thorns de Portland, mais surtout pas de Coupe du Monde avec le Canada. Ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble parce que c'est un sujet qui est quand même important, où là, on se rend compte que les blessures de ce type-là, du côté du soccer féminin, s'accumulent. Alexia Putellas, Ellie Carpenter, Kat Macario, Kat Otto, il y en a beaucoup. Oui, il y a eu des recherches, des études qui ont été faites qui démontrent effectivement que les filles, les joueuses de soccer sont plus sujettes, pour mille et une raisons, à subir ce type de blessure-là. Mais là, ce qu'on se rend compte peut-être aussi, c'est que les préparateurs physiques, les études de préparation physique pour les joueurs de soccer, ça a tout été fait sur des hommes, avec un échantillon hommes, en ne prenant pas compte de la morphologie, de la réalité des femmes. Donc, il est peut-être là aussi le problème, parce que quand on y pense vite, les plus grands joueurs là, de soccer masculin ne sont jamais détruits du genou. Quasiment. Il y en a, mais il y en a moins. il y en a, mais il y en a moins. Mais moins. De dire qu'il n'y en a pas, c'est pas vrai. Pour vrai, les plus grandes joueuses de soccer, les femmes, ils ont toutes eu Quasiment. 2, 3 déchirures ligamentaires. Ouais. Bref, c'est un autre sujet. Là. Ouais, non, je parlais avec quelqu'un qui, justement, couvre la NWSL aussi aux États-Unis en fin de semaine, puis on parlait de Becky, puis la première chose que cette personne-là m'a dite, c'est « another ACL ». C'est juste ça. C'est ça le prochain chantier, de la préparation physique, de la recherche dans ce sport-là. C'est clairement ça, parce que, tu l'as dit, toutes sortes de raisons structurelles, hormonales, il y a les corps ne sont pas faits pareils. Je veux dire, c'est pas être sexiste de dire ça. On est différent. Donc, la préparation... Et il y a des recherches à faire. Ouais. Le sexisme est peut-être dans le fait de ne pas avoir fait de recherche là-dessus du côté féminin avant, parce que il y a des choses. Parce que ce que les études disent, c'est oui, il y a des différences, mais il y a des manières de prévenir aussi qui peuvent être différentes. Et là, dans la manière de l'appliquer, dans la manière de trouver des façons de maximiser cette préparation-là, ça, c'est le gros chantier pour moi. Non, parce que oui, les noms que j'ai nommés, il y en a une grosse liste, mais l'affaire, ça, c'est en quelques mois. Là. C'est pas sur les 10 dernières années, c'est, disons, depuis l'été dernier, depuis l'Euro. Puis on n'a pas 4 heures pour toutes les nommer. Non, on le fera éventuellement, mais Janine Becky, bon, c'est épouvantable pour elle, ça, il faut se le dire. C'est un grand moment pour elle. Elle est dans la fleur de l'âge. Elle attendait avec impatience cette Coupe du Monde-là où le Canada veut confirmer la victoire aux Jeux olympiques de Tokyo. C'est une joueuse très polyvalente. Déjà là, c'est une grosse perte pour Beth Priestman sur le terrain, mais est-ce que... Tu sais, je me questionnais, est-ce qu'il y a des joueurs avec la profondeur qu'on a qui seront capables de pallier à son absence? Pour vrai, peut-être, oui. Mais moi, je pense que ça fait mal parce que, oui, ce qu'elle fait sur le terrain, mais aussi, c'est le leadership qu'elle représente pour cette équipe. On a vu comment elle a été impliquée dernièrement dans toute cette saga avec Canada Soccer. C'est fou, là. Elle vient de se donner corps et âme pour cette équipe-là, pour cette sélection, puis il arrive un malheur comme celui-ci. À quel point vous pensez justement que sa perte va être difficile à pallier pour le Canada? Oui, c'est une grosse absence. Tu as des joueuses, on en parlait plus tôt avec Hutchinson, mais des joueuses et des personnalités dans un vestiaire qui font la différence. Et c'est une des emblèmes aujourd'hui de cette équipe nationale. Et forcément, quand tu la perds, tu perds bien plus qu'une joueuse. Donc, c'est difficile. Ça va être extrêmement difficile de la remplacer. Je ne vois pas de joueuses qui ont autant de personnalité qu'elle et de charisme en fait qu'elle pouvait amener en termes de leadership. Donc, écoute, c'est collectivement que tu peux justement amener une réponse à son absence. Joueuse de qualité, joueuse avec de la personnalité. Quand tu t'engages autant en fait dans... Je veux dire, j'ai l'impression qu'elle s'est même oubliée en fait en mettant le collectif en avant à travers les mots qu'elle a eus. J'ai suivi attentivement ces mots lors du comité avec Queen et Christine Sinclair. Et c'était... Voilà, c'est un visage aujourd'hui de l'équipe nationale que tu perds et qui est juste préjudiciable. Donc c'est difficile de la voir absente lors de la Coupe du Monde aujourd'hui. La perte va être difficile à accepter. Moi, on aura l'occasion d'en parler, mais moi, si je suis Beth Priestman, tu trouves un moyen. Il faut qu'elle aille avec les filles
amenez-la là-bas pour Penses-tu juste... que TSN l'a pas déjà appelée pour TSN, faire des médias? Elle était tellement bonne pendant la Coupe du monde masculine. Oui, tu sais, je pense qu'ils vont l'appeler, c'est ça. est encore à terre à hurler de douleur, puis ils l'ont déjà appelé, c'est sûr. Je suis sûr qu'ils l'ont appelée. Mais sinon, tu sais, accompagner l'équipe, même si elle ne joue pas ce qu'elle représente pour cette équipe-là en termes de leadership, parce qu'on verra, mais c'est une lourde perte. Ouais. Malheureusement, grande joueuse, puis on lui souhaite la meilleure des chances. Vous étiez excellent pendant mon absence, mais j'ai comme quand même perçu que vous avez recyclé certains sujets, Messi, Ronaldo, puis Assoun n'arrête pas de changer d'idée. C'est comme un éternel débat. Non, l'idée mais est là, la même. on ajoute-tu Erling Haaland dans le débat? Parce que là, c'est Ligue des Champions. Assoun va se fâcher. Non, mais 3 buts en fin de semaine et 5 buts en Ligue des Champions. Des victoires faciles, oui. Seulement. Mais il est sorti à la 57e minute. Pep Guardiola, il se disait, je sors parce que, tu sais, faudrait quand même pas qu'il batte les records de Messi. Tu sais, je sais, on en a parlé au début qu'il était exceptionnel quand il est passé à Manchester City. Après ça, finalement, on dirait, je pense parce que vu qu'il n'était pas à la Coupe du Monde, il est un peu passé sous le radar pendant quelques mois. Et là, il est ressurgi en disant, salut, vous avez oublié comment je suis bon? Comment vous le classez présentement? Je sais qu'on avait parlé, tu sais, quand on regarde ses chiffres au même âge, présentement, il clenche certaines des plus grandes légendes. Mais jusqu'où peut aller Erling Haaland? C'est la question que lui seul a, en fait, à laquelle lui seul peut répondre, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il arrive à faire en termes de statistiques, c'est juste fabuleux, c'est exceptionnel. Même plus que ça, en termes de prestance, parce que c'est un joueur extrêmement atypique. Je veux dire, c'est un géant énorme qui travaille fort pendant 90 minutes, qui lâche pas justement le pressing et qui apporte énormément à l'équipe. Et en même temps, il s'intègre à une équipe collective qui jouait pratiquement sans attaquant pendant de nombreuses années. Donc tu te demandais si la greffe allait prendre, si il allait pouvoir justement s'adapter au style de jeu de Guardiola, tout simplement, qui était plus un jeu de possession et de finir dans la conservation, dans les 18 mètres. Je veux dire, c'est fou de voir à quel point il s'est adapté. Il a donné des garanties, en fait, et il nous permet de dire que c'est si ce n'est le meilleur attaquant du monde aujourd'hui, parce que ce qu'il fait, c'est juste fabuleux. Je veux dire, il a mis 8 buts en une semaine. Et là où certains joueurs le feraient sur une saison, on dirait tu as eu une bonne saison correcte. Parce que je comprends que c'était pas les plus grands clubs, mais en même temps, il joue pas dans une ligue de deuxième ordre. Là. Il évolue en Premier League, c'est un match de Ligue des Champions. Ouais. Je veux dire... Et il en avait sous le pied encore. C'est fou, là. C'est juste exceptionnel. Et... Je pense qu'il n'était pas sorti à 57e minute, vous pensiez qu'il était capable? Moi, j'en voyais 7. Sincèrement, 7. Au moins 7. Vraiment. C'est magnifique. Vraiment. Non, mais... Comme Gretzky dans les années 80. C'est incroyable. Et là, j'ai l'impression qu'on regarde les quarts de finale de la Ligue des Champions qui s'en viennent, à cause, entre autres d'Erling Haaland, je me demande jusqu'où ira Manchester City. Pensez-vous que Manchester City peut aller jusqu'au bout et remporter les grands honneurs? Pensez-vous que c'est suffisant? Cette fois-ci, oui. Je pense que j'y crois plus que par les années passées. Parce que j'ai l'impression que... Bon, on a souvent accusé, c'est généralisé, là, accusé Guardiola d'essayer de trop penser à un plan machiavélique quand il arrive ces grands matchs-là de Ligue des Champions. Oui, moi, je suis de ce corps-là encore aujourd'hui, je te le dis. J'ai l'impression que Erling Haaland te ramène un peu à l'ordre. Tu sais que tu as Erling Haaland en avant. Pourquoi compliquer la vie à ce point-là? Tu sais, c'est peut-être justement cette soupape-là de sécurité que Guardiola... dont il y avait besoin, pour juste se ramener, à se focaliser sur l'essentiel. Tu sais, Erling Haaland, là, il simplifie, il rappelle, tu sais, le but là, au soccer, kick fort, le but, c'est va-t'en au but, kick, puis score. C'est ça, dans le fond, on s'en fout, là, ton schéma tactique incroyable, juste compte un but. Je pense que, oui, dans un sens, et en même temps, j'ai vu justement les commentaires de Guardiola et j'ai eu
j'ai vu aussi l'échange avec Thierry Henry, Ouais. entre Erling Haaland et Thierry Henry, que j'ai trouvé fabuleux, entre deux attaquants exceptionnels qui vous parlent de foot. C'était exceptionnel pour moi de les entendre. Et la question de Thierry Henry, qui lui a posé, c'était de savoir dans quel registre il devrait progresser. Et j'ai vu toute l'humilité en fait d'Haaland qui donnait l'impression de devoir progresser partout en fait, de la tête, du pied gauche, du pied droit, dans la construction du jeu où Guardiola a besoin de lui aussi. Guardiola l'a dit, il a besoin de lui dans le jeu, justement dans la participation à la construction, et de voir qu'un gars qui massacre en fait tous les records du monde, tous les records de Première Ligue, et qui a envie encore d'apprendre et de progresser de cette façon-là, bah c'est juste extraordinaire d'entendre ce message d'humilité et de dire que quand tu es un jeune attaquant qui joue dans un petit club, bah, tu peux voir ce que ça peut donner en fait, ce que ça peut donner en termes d'exemplarité. Je suis désolé, là, mon producteur va pas être content, mais je veux parler de Neymar, qu'il adore, qu'il adule, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, on est aux antipodes justement de la numérisation, de la neymarisation du football, où tu as justement un Haaland qui tranche avec ça et qui te montre qu'à travers la persévérance, à travers le travail, à travers le pressing tout-terrain pendant 90 minutes, bah, tu peux être au-dessus des joueurs qu'on idolâtre depuis des années, comme Neymar, par le talent, par le beau jeu, le style. Et c'est pour ça que j'en voulais à Guardiola, justement, la semaine dernière, de l'avoir sorti en Ligue des Champions. C'est parce que je voulais qu'il montre aux jeunes que par cette voie-là, bah, tu peux arriver à mettre 7 buts, 8 buts en Ligue des Champions, et tu peux montrer à des jeunes joueurs qui ont toujours aimé des joueurs comme Neymar et qui sont fabuleux, il n'y a pas de problème, on le sait, mais que par l'éthique de travail, tu peux faire 3, 4, 5 fois plus que ça, et ça, c'est un beau message qui nous a privés. Il nous a privés de ce message-là, et c'est là où je lui en ai voulu. Est-ce que Manchester City gagne la Ligue des Champions, Hassoun? Et là, c'est enregistré. J'ai un doute sur le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est quand même... je veux dire, on peut tomber dans le piège comme du match d'hier où on les voit perdre. OK. Mais justement, là, ils ont perdu la Liga. C'est ça. Ils n'ont que ça. Exactement. Ils ont 100% de leur Exactement. Ou Benzema, tu regardes, tu lis Marca ce matin, il a eu la note de 0 sur 10 sur un Barça Real. C'est juste incroyable. Et tu peux tomber dans ce piège de dire le Real est out, etc. Mais la réalité, c'est qu'en Ligue des Champions, le Real, c'est juste fabuleux ce qu'ils arrivent à faire. Ouais, c'est pas la même chose. Donc, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est le seul aspect. Sinon, la voie est libre de l'autre côté. T'as l'Inter, t'as Benfica, je veux dire. Ouais, mais Naples, pour l'instant, Naples, c'est autre chose. C'est vrai aussi, mais t'as quand même beaucoup plus d'ouverture cette année que par le passé. C'est difficile de miser contre Manchester City présentement. En tout cas, si Erling Haaland continue de travailler comme ça, là, pour l'instant, les quarts de finale, c'est contre le Bayern de Munich de Alphonso Davies. Ouais. Alphonso va avoir les bras pleins. Un autre derby Guardiola. Un autre derby, c'est le 11 avril, si je ne me trompe pas. Bref, on a une petite pause d'ici là. Au moment d'enregistrer ce balado-là, on est en attente du début d'une séance au comité du patrimoine où les représentants de Canada Soccer vont devoir témoigner à la suite des déclarations de Janine Beckie, Christine Sinclair et Quinn qui ont eu lieu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Était là, elle a pas beaucoup Sophie parlé, Schmidt, mais elle était là, mais on se souvient surtout de Janine Beckie et Christine Sinclair, évidemment, parce que leurs déclarations ont été assez choquantes. Donc, c'est aujourd'hui que ça va avoir lieu sans Nick Bontis. Où est Nick Bontis, Oli? À côté de Charlie dans un livre quelque part. J'ai Non, pas eu de piste de réponse là-dessus. Pourquoi il n'est pas là? Fascinant, c'est quand même lui qui est au centre de... Entre autres. Oui, mais regarde. Mais il n'est Earl pas Cochrane, c'est mieux que rien. Puis il y a des membres du conseil d'administration aussi. Regarde, j'essaie de placer la barre le plus bas possible. Puis on verra pour la suite. On va suivre ça pour vous, évidemment, aujourd'hui, lundi. Puis c'est certain qu'on va en reparler la semaine prochaine. C'est une histoire qui n'est pas terminée, malheureusement ou heureusement, parce qu'on espère qu'il y aura un dénouement heureux pour l'équipe féminine, mais aussi l'équipe masculine. Bref, pour ces athlètes-là qui le méritent. Olivier Tremblay, merci beaucoup. Merci. Merci, j'allais dire Jacques-Alexis, voyons. Hassoun Camara, mais Jacques-Alexis derrière le rideau. Merci à lui aussi. Merci aussi à Soulier à la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.